revenu en nous disant qu'il a obtenu 1000 milliards de l'Arabie Saoudite pour faire la route, l'autoroute Lomé-Sékassé. Jusqu'à aujourd'hui, 20 ans que Ford boucle le pouvoir, même les études de faisabilité même de son autoroute, ça n'existe pas. Et après, il a fait venir ses femmes. Maintenant, ce sont ces femmes, avec ces femmes et quelques universitaires qu'il tient les rênes du pouvoir. Quelques zélés, il y a encore le reliquat de quelques barons. Et quand il va matérialiser son projet de 5e République là, il va se débarrasser de beaucoup. Beaucoup. Il va vous mettre au garage. Vous servez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il va vous mettre tous au garage. Il a déjà encore d'autres jeunes dans le tuyau, plus zélés que vous, qu'il va promouvoir avec ses femmes. Et là, il ne doit rien à personne. Parce que à partir de la prochaine République, il ne doit rien à personne. Il n'y a plus d'élection, il n'y a plus rien. Il ne vous doit absolument rien. Il ne vous doit absolument rien. Et vous n'aurez vos yeux que pour pleurer. Donc vous qui soutenez les conneries, vous avez vu, les Acha Desi là, ils sont devenus gouverneurs à Dapan. Vous avez vu là où ils l'ont mis? Gouverneur à Dapan, quelqu'un qui a été directeur de Togocel, qui s'est mis corps et âme dans les projets d'Uni, qui s'est battu, tout ça. Après, bon, comme il brassait beaucoup d'argent à Togocel, pour l'affaiblir, on l'a enlevé là-bas, on l'a amené ministre. Quand tu es ministre, c'est pas grand-chose. Et maintenant, on envoie gouverneur à Dapan. Dapan, c'est quand même le Togo, mais on envoie gouverneur là-bas. Bon, il va se contenter des pentades braisées là-bas. Donc voilà comment faut, de façon subtile, de façon très subtile, il utilise les gens et puis après, il les envoie au garage les uns après les autres. Il fait monter d'autres collaborateurs plus zélés. Donc vous qui vous battez que c'est pour nous le pouvoir, nous sommes là, vous allez voir ce qu'il va vous faire dans 2-3 mois. C'est un conseil que je vous sais, c'est une information que je vous donne. Donc, ce sujet aussi est passé. Et maintenant, je vais... voilà. Il y a nos frères qui sont en prison. Il y a nos frères qui sont en prison, qui passent aux assises, à la cour d'assises le mois prochain, donc le 3 février. Et j'ai publié l'avis de la convocation des assises qui leur a été adressée sur ma page Facebook. Et vous avez vu, je pense qu'ils sont une dizaine de personnes qui doivent comparaître aux assises, à la cour d'assises, les assises qui ont été ouvertes depuis un certain temps. Mais ces gens-là, beaucoup parmi eux, ont eu des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO qui demandent de les libérer. Le pouvoir n'a pas respecté ces décisions. Ensuite, il y a eu l'ONU qui a réagi dans le cas de certains, comme le cas de Aziz Goma. Ils n'ont pas réagi. Certains sont malades. Parmi ces gens-là, il y a eu au moins 9 ou 8 qui sont décédés. 9 qui sont décédés. 8 corps sont actuellement à la morgue. Ils n'ont pas restitué les 8 corps aux parents. Certains ont été arrêtés sur la simple dénonciation de la délation. Il y a un là-bas qui s'appelle Abévi, qui était un conducteur d'engin à LCT, qui, le jour où on l'accusait d'avoir mené des actes, il était au boulot. Parce qu'il a des preuves, parce que quand ils vont au boulot à LCT là-bas, il y a les fiches de présence qui remplissent, les fiches de départ à la maison. Il a tout sur lui, toutes les justificatifs sur lui pour montrer qu'il n'était dans aucune manifestation. Ça fait des années qu'il est en prison, malade, en train de mourir. Et dans le cadre spécifique, il y a Kodi Togo qui a sorti un communiqué que je vais partager avec vous rapidement pour alerter l'opinion du jugement prochain de ces compatriotes qui sont en prison depuis 6 ans ou 7 ans. Communiqué Kodi Togo, alerte sur l'état d'un prisonnier politique qui vomit des caillots de sang, mais doit comparaître le 3 février. Donc parmi ces gens que je viens de dire, les Aziz Goma, les Abévi, les tout ça là, et qui sont malades, il y a d'autres, il y a un qui est sérieusement mourant, mais il doit comparaître. Donc voici ce que Kodi Togo dit. Ils sont près d'une centaine dans les prisons du Togo. 9 d'entre ces prisonniers politiques ont trouvé la mort dans les liens de la détention à cause d'actes de torture qu'ils ont subis. Les cadavres de 8 détenus, actuellement, les cadavres
les cadavres de 8 détenus actuellement à la morgue. Malgré la décision de la Cour de justice de la CEDEAO et les appels des organisations nationales et internationales à libérer ces personnes qui n'ont fait qu'exprimer leur opinion sur l'état de déliquescence avancée dans lequel se trouve le Togo, le régime de Faure Gnassingbé décide de les maintenir en prison. Parmi ces Togolais injustement incarcérés, dont certains sont torturés, se trouve M. Karou Wawim, détenu politique depuis 2018 sans jugement, est actuellement en réanimation. Son état se dégrade de jour en jour. Selon des sources familiales et pénitentiaires documentées par la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie Kodi Togo, Karou Wawim admis depuis plusieurs mois au cabanon de CHU Sylvanus Olympio de Lomé, vomit avec des caillots de sang, présente des sérieuses difficultés hépatiques et gastriques, en plus d'une fatigue générale. Plusieurs associations au Togo et dans la diaspora ont constamment alerté les autorités togolais sur l'état de santé de Karou et ses co-détenus qui ont tous souffert d'actes de torture et notamment de leur arrestation dans différentes unités de garde à vue, indique Kodi Togo dans son alerte. L'organisation d'ajouter. En novembre 2024, l'association des victimes de la torture au Togo, Asivito, et l'avocat de M. Karou Wawim ont à nouveau tiré sur la sonnette d'alarme et indiqué que son état de santé était incompatible avec le milieu carcéral et qui nécessitait une prise en charge adéquate et risque de se dégrader si ceci n'est pas entendu. Bon, donc Kodi Togo a sorti un communiqué pour dénoncer, elle a l'habitude de sortir de communiqués là, elle sort un communiqué pour dire ce compatriote fondamentalement est dans une situation de santé qui se dégrade de jour en jour et qu'on ne comprend pas pourquoi il est toujours dans les liens de la détention. Donc aujourd'hui, on peut conclure que ces compatriotes sont en fait dans le couloir de la mort. Parce qu'il y a 9 qui sont déjà morts, donc 8 corps sont à la morgue. Le Togo a aboli la peine de mort, mais sous le régime de Faure Gnassingbé, il y a une autre peine de mort déguisée. C'est qu'on vous maintient en prison, on vous torture, on vous met dans une situation carcérale difficile pour que vous mouriez de vous-même. C'est une autre façon de tuer les prisonniers. C'est une peine de mort, c'est un couloir de la mort. Et donc, ces gens-là seront jugés le 3 février. Donc, si à la cour d'appel, les assises, c'est à la cour d'appel. S'il y a des gens qui ont le temps, vous pouvez aller là-bas pour regarder ce qui se passe. Voilà les sujets que j'ai voulu évacuer rapidement pour tomber sur d'autres sujets plus denses que j'ai prévu dans le live de ce jour. Un instant, j'arrive. Voilà. Alors, je vous avais promis la dernière fois d'évoquer la situation misérable de fin de carrière de nos officiers. Nos officiers comme les militaires de rang, mais beaucoup plus aujourd'hui, les officiers. Et donc, j'avais prévu vous entretenir sur le cas des officiers parce que il y a quelques jours, il y a un officier, le samedi passé, il y a un officier qui a trouvé la mort en pleine circulation. Il se rendait, c'est un officier qui est à la retraite depuis 2 ans, un Saint-Syrien. Donc ça veut dire c'est quelqu'un qui fait partie de l'élite de l'armée et qui est admis à la retraite depuis 2 ans et qui se rendait à Hiatro. Il semble que ses parents ont vécu là-bas, ils ont une maison familiale là-bas. Faute de moyens, il est parti à moto, un colonel. Et il s'est fait ramasser à la hauteur d'Agbelouvé par un titan qui a pris la fuite et il en est décédé. Donc, j'ai eu le rapport de la brigade de gendarmerie qui s'est transportée sur les lieux et je peux vous lire ce que la gendarmerie a dit dans son rapport, son constat. Événement, ça c'est la gendarmerie qui écrit ça. Événement. Accident mortel militaire de la circulation routière. Date et heure, samedi 18 janvier 2025, vers 5 heures. Localité sur la route nationale numéro 1, au lieu dit
PVGO, PK 09, sortie sud, BT Agbelouvé, préfecture de Zio. Engin en cause, vélomoteur A, c'est-à-dire une moto, vélomoteur A de marque Haoudjou, immatriculé TG 7494 DU, piloté par le colonel Nolaki Kossi, officier supérieur des FAT, admis à la retraite, ayant demeuré à Lomé. Camion B, c'est-à-dire le camion qui l'a heurté, camion B non identifié en fuite. Circonstance, 2 points. Vélomoteur allant de Lomé vers Iatro, donc c'est le colonel sur sa moto qui allait de Lomé à Iatro. Vélomoteur allant de Lomé à Iatro, préfecture de la Moue, s'est fait frôler mortellement au cours d'un dépassement par un camion, par le camion B. A dérapé pour aller se renverser dans le ravin droit, sens de sa progression. Bilan personnel, un mort. Il s'agit du colonel Nolaki Kossi, âgé de 63 ans. Matériel, 2 points. Dégâts peu importants sur A, c'est-à-dire la moto. Mesures prises. Brigade avisée. Même jour, à 5h40, s'est transporté immédiatement sur les lieux pour constatation. Corps déposé à la morgue de CHR Thiévier sur instruction du procureur militaire à Lomé. Recherche en cours en vue de trouver le camion en fuite. 5. Sécurité EMG X RAS. Bravo X. Évaluation, situation sur l'ensemble du territoire. X, calme X, calme X. Voilà le constat de la gendarmerie que je me suis procuré. Alors, de ce drame qui a emporté la vie de ce colonel à la retraite, il y a 2 leçons à tirer. La première leçon, c'est l'état de la route. Je ne sais pas combien d'émissions, depuis que j'étais au Togo et depuis que je fais les lives, que je n'ai pas fait sur l'état de dégradation avancée de la route Lomé-Dabaon. Faure Gnassingbé, en prenant le pouvoir en 2005, dans les 20+, a promis au peuple togolais qu'il va faire une autoroute Lomé-Sinkassé. Qu'il va faire une autoroute Lomé-Sinkassé. En 2010, il était à une visite en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis, je n'ai plus la précision. Et il est revenu en nous disant qu'il a obtenu 1000 milliards de l'Arabie Saoudite pour faire la route, l'autoroute Lomé-Sinkassé. Jusqu'à aujourd'hui, 20 ans que Faure boucle le pouvoir, même les études de faisabilité même de son autoroute, ça n'existe pas. Même les études de faisabilité de son autoroute, ça n'existe pas. Donc, pour voyager de Lomé à l'intérieur du pays, en tout cas en prenant cette voie, cette dorsale, pour aller, que ce soit à Thiévier, à Takpamé, Lomé, jusqu'à Dabaon, les gens n'ont pas le cœur. Les gens ont peur. Quand les gens veulent voyager, on a l'impression que les gens se disent, mais je vais vers la mort. Parce que la route n'est pas du tout bonne. Et comme la route n'est pas bonne, la route, elle est très exiguë, il y a des trous partout. Et la route n'a pas été élargie depuis que le colon l'a laissée. Si vous prenez cette route-là, c'est le colon qui l'a tracée. C'est le colon qui a tracé cette route-là. Et donc, on ne l'a jamais même élargie. Donc, l'autoroute de l'amitié, on ne l'a jamais vu le début. Ça fait 20 ans que Faure Gnassingbé est au pouvoir. Et chaque jour, les gens meurent sur cette route-là. Et quand on dénonce ça, ça fait mal à certains. Alors que c'est des Togolais qui meurent sur cette route-là à cause de l'incurie, de l'irresponsabilité de nos dirigeants. Le manque de vision. Comment est-ce qu'on peut faire 20 ans au pouvoir avec toutes les richesses que nous avons et qu'on soit incapable de faire une autoroute ou à défaut une route à double voie Lomé-Sinkassé, 650 km ou 700 km? Comment est-ce qu'on peut être incapable de faire ça avec toutes les richesses que le Togo a? Avec toutes les richesses que le Togo a. Donc, la promesse d'autoroute de Faure Gnassingbé, elle est restée dans les tiroirs. Chaque année, pour blaguer les gens, on vient dire oui, on est en train de faire les études de faisabilité, on est en train de faire ci. Les gens qui ont pris le pouvoir à côté de nous, que ce soit au Bénin, au Ghana, au Sénégal, les gens ont fait les autoroutes en 2-3 ans. Si les simples études pour construire l'autoroute Lomé-Sinkassé 650 km prennent 20 ans, en combien d'années Faure va construire la route? En combien d'années il va construire la route? Donc, ce colonel, vous voulez que j'explique le scoop?
Je vais l'expliquer. Le SCOUC, selon un expert en finance islamique, c'est un certificat financier islamique semblable à une obligation dans la finance classique. Les obligations, elles sont des instruments de dette qui impliquent l'existence d'un taux d'intérêt dans la finance classique. Toutefois, l'islam interdit les taux d'intérêt. Adossés ainsi à la charia, les SCOUC sont des obligations qui n'admettent pas des taux d'intérêt. Il faut dire que le monde islamique a beaucoup de ressources financières. Les investisseurs islamiques ne sont pas toujours friands des instruments financiers classiques du monde entier à cause de la charia, parce que la charia interdit les prêts à intérêt. Du coup, en ce qui concerne les marchés des capitaux, il faut trouver des instruments financiers qui interdisent les taux d'intérêt. C'est ce qu'explique Lucien Camara, un expert consultant en banque islamique. Et il ajoute, le SCOUC fonctionne toujours avec des biens immobiliers. C'est-à-dire, le SCOUC est toujours adossé aux biens immobiliers. C'est-à-dire, vous voulez avoir de l'argent de la finance islamique, il faut mettre en garantie des biens immobiliers. Et donc, le Togo a souscrit à un SCOUC en 2016. Et celui qui a piloté juridiquement ce SCOUC-là, en dehors du ministre des Finances, Sani Yaya, c'est c'est l'avocat Tchalim Tchitchao. C'est l'avocat Tchalim Tchitchao, donc le dossier du SCOUC. Je peux partager ça avec vous après, il y a tout un PDF là-dessus. Et donc, pour en arriver à ce prêt que le Togo cherchait, un prêt de 150 milliards, le Togo a mis une dizaine d'immeubles en garantie. Donc, il y a une dizaine d'immeubles que le Togo a mis en garantie pour souscrire à ce prêt de 150 milliards. Et je vais vous donner la liste des immeubles qui ont été mis en garantie pour prendre cet argent-là. Donc, vous avez les immeubles qui sont mis en garantie. Le site de la foire Togo 2000. Donc, logiquement, actuellement, ce site n'appartient plus au Togo. C'est mis en garantie. Adresse Togo 2000, BP, machin. Le titre foncier, arrêté numéro 0016, ministère des Travaux publics, machin. DGUH du 23 mai 1983. Superficie ou bien contenance, référence cadastre, 92 400 mètres carrés. Et la valeur de l'immeuble en 2016, quand on le mettait en garantie pour l'argent, est de 72 milliards 493 millions. Ça, c'est le site de la foire Togo 2000. Donc, ils ont mis ça en garantie. C'est un immeuble, logiquement, qui est sur le territoire togolais, mais qui est aujourd'hui dans les mains de ceux chez qui on a pris l'argent. OTR, commissariat général, donc le siège de l'OTR qui est en face de l'ambassade des États-Unis. 41 rue des Impôts, en face de l'ambassade des États-Unis, cité OUA, 02 BP 20 823. Titre foncier, décret numéro 77 83 du 29 mars 1977. Référence cadastre, 17 000 mètres carrés. Valeur, 20 milliards 577 millions. C'est la valeur du siège de l'OTR qu'ils ont mis en garantie dans le dossier, les 10 immeubles. Togo Télécom, siège, pas le siège qui est au GTA, l'ancien siège qui est à le boulevard Gruniski, avenue Gruniski en ville, là où il y avait Togo Télécom avant. Togo Télécom, là où il y a le ministère de la sécurité maritime ou quelque chose comme ça. Excusez-moi. Togo Télécom, 1 avenue 01 avenue Nicolas Gruniski, Nicolas BP 333. Titre foncier, décret numéro 77-83 du 29 mars 1977. Titre foncier numéro 28 115. Superficie, ou bien 31 040 mètres carrés. Valeur, 19 milliards. 19 milliards 552 millions. Ça, c'est la valeur du siège de Togo Télécom. Garage central. Ils ont mis aussi garage central. Et ils ont mis aussi garage central en garantie. Et au sort, excusez-moi, au sort Togo B, que si l'on nous met do à Oba, sort Doga.
Gatigas, Mignal Odona Garoué, nous y avait deux gars, on l'a tombé, à sort, et à quoi que si l'on va, donc à Togo sort, et Mia Debe que si l'on nous, et Rao, Bakwa Nigban, on se met deux gars, les Muslims, Banco, les banques islamiques là. Donc c'est ça que je suis en train de noter ici. Donc le garage central aussi, c'est le 4e immeuble qu'ils ont mis en garantie. Garage central, boulevard et Adema, titre foncier, lui n'a même pas de titre foncier. Donc le garage central, depuis des années, il n'y a pas de titre foncier. La contenance, 52 100 mètres carrés. Valeur, 15 milliards 260 millions. Donc ça c'est le garage central, 4e immeuble. 5e immeuble, ministère des Travaux publics, avenue Sarakawa, BP 335, titre foncier, numéro 433, CL, contenance 9 593 mètres carrés, valeur 13 milliards 601 millions. On continue, toujours les immeubles. OTR, commissariat des impôts. Donc, ils ont mis 2 immeubles de l'OTR en garantie. Le premier immeuble, c'est le commissariat général. Le deuxième immeuble, c'est le commissariat des impôts. Donc, quand vous arrivez à l'OTR, il y a 2 immeubles. Et il y a le commissariat des impôts qu'on a construit avant, et il y a le commissariat général. Donc, le commissariat des impôts aussi a été mis en garantie. Commissariat des impôts, boulevard et Adema, cité OUA, en face de l'ambassade d'Amérique, BP 321. Titre foncier, décret numéro 77-83 du 29 mars 1977. Référence, 14 200 mètres carrés. Valeur immobilière en millions de CFA. 13 milliards 779 millions. Ça, c'est la valeur de l'immeuble de commissariat des impôts. UTB. Écoutez très bien ici. UTB. Écoutez très bien ici, UTB. Écoutez la valeur de l'UTB. Je viens de vous lire un article, on dit l'État a racheté l'UTB. L'État a racheté l'immeuble de l'UTB à 32 milliards. Mais au moment du SCOUC, vous allez voir ce que l'État a déclaré comme valeur de l'UTB. UTB, boulevard du 13 janvier, Nikonakoué, BP 359, titre foncier, numéro 433 CL, contenance 8300 mètres carrés, valeur 12 milliards 973 millions. La valeur du siège de l'UTB, lorsqu'on faisait le SCOUC en 2016, cette valeur était de 12 milliards 993 millions. 973 millions, 12 milliards, la valeur de l'UTB, du siège de l'UTB. D'où vient qu'aujourd'hui l'État le rachète à 31 milliards, alors que l'État payait déjà, le SCOUC. Et nous sommes à 1 an de la fin du SCOUC. D'où vient que l'État rachète l'immeuble dont la valeur était de 12 milliards 973 millions pendant le SCOUC. D'où vient que l'État rachète le même immeuble à 32 milliards aujourd'hui. Donc ça, c'est la valeur de l'UTB. L'ONATO, voilà, pas le siège de GTA. Le siège qui est tremblotant sur le boulevard là. Le siège façon là. Direction générale. Ah non, ça c'est l'ONATO à Gbalepedo, ouais, Togocel GTA. 8e immeuble, l'ONATO. Direction générale, 2470, avenue de la Chance, à côté de Togocel, à Gbalepedo, BP 875, décret, titre foncier, décret 7441 PR du 28 janvier 1970, titre foncier, numéro 29 149. Superficie 8348 mètres carrés. Valeur 7 milliards 525 millions. Donc le siège de Togocel, sa valeur en 2016, c'était 7 milliards 524 millions. CENI, ils ont mis aussi l'immeuble de la CENI en garantie. Ils ont même pris l'immeuble de la CENI pour aller prêter l'argent. L'immeuble de la CENI. Vous imaginez? L'immeuble de la CENI. Ils ont pris l'immeuble de la CENI, une institution souveraine qui organise les élections. Ils ont pris l'immeuble pour aller prêter l'argent. L'immeuble de la CENI, boulevard Yadema, cité OUA, BP 7005. Titre foncier, décret 7441 PR du 28 janvier 1970. Titre foncier 2949. Superficie 15 264 mètres carrés. Valeur 6 milliards 653 millions.
6 milliards 653 millions. C'est la valeur du siège de la CENI. Ministère du Commerce. Ministère du Commerce, ils ont mis ça aussi en garantie. Le ministère du Commerce, c'est le ministère qui est au niveau du monument aux morts, en face du ministère des Affaires étrangères, l'ancienne BCAO. Ministère du Commerce, place des Martyrs, ancien immeuble BCAO, BP 383, titre foncier numéro 433 CL. Superficie 4 725 mètres carrés. Valeur 8 milliards 390 millions. Ils ont mis ça aussi dedans, dans le panier, pour aller prêter l'argent. Immeuble de la SAZOF. SAZOF, 11e immeuble, SAZOF. Il y a 2 immeubles de la SAZOF. Il y a la SAZOF, avenue de la Chance, à Gbalepédo. BP 3250. Décret, titre foncier, décret 7441 PR du 28 janvier 1970. Valeur. Non, superficie 6035 mètres carrés, valeur 5 milliards 293 millions. Le dernier immeuble, SAZOF zone portuaire. Donc SAZOF zone portuaire, ils ont mis ça aussi en garantie. SAZOF zone portuaire, direction générale de la SAZOF, BP, espace zone franche, 4000 mètres carrés, valeur 3 milliards 570 millions. Donc l'ensemble des immeubles que je viens de vous lister, que le Togo a mis en garantie pour souscrire au SCOUC, la valeur de l'ensemble de ces immeubles-là fait 200 milliards. Le Togo était en quête de 150 milliards. Mais ils ont mis des immeubles qui coûtent 200 milliards pour prendre 150 milliards. Ils ont mis des immeubles d'une valeur de 200 milliards pour prendre 150 milliards dans la finance islamique. Maintenant, les questions légitimes qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 150 milliards? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 150 milliards? Ils ont fait quoi avec les 150 milliards? Et dans les 150 milliards, selon les principes, selon les accords que je vois dans les documents ici, obligé de débloquer encore 32 milliards pour racheter le siège de l'UTB. C'est sur ces questions qu'on attend les universitaires, pas sur les conneries de Yadima et ses œuvres. C'est sur les questions comme ça qu'on vous attend, vous les universitaires, les spécialistes. Et quand vous voyez tout ce que je viens de citer là, les seules choses que le Fort Yassimé n'a pas mis en garantie, c'est les cimetières. Si vous voyez tous les immeubles que j'ai cités là, les seules choses qui échappent à une garantie au Togo, c'est les cimetières. Et il n'y a que les cimetières que Fort n'a pas mis pour prêter l'argent au Togo. J'ai tout le PDF de ce SCOUC là, les conditionnalités, les décisions, j'ai tout ça. Ceux qui vont me rentrer dans mon inbox, je peux partager ça avec eux. Je peux partager ça avec vous. Il n'y a que les cimetières qui n'ont pas mis en garantie. Et pourtant, Fort Yassimé, c'est un économiste. En tout cas, selon ce qu'on nous a dit. Garantie ne veut pas dire que l'immeuble appartient à l'État. Quand tu vas dans une banque, cher ami, quand tu vas dans une banque pour faire un prêt à la banque et la banque exige que tu apportes ton titre foncier, pendant la période du prêt, le titre foncier est dans la banque. C'est pour la banque. Si tu es insolvable, la banque bloque le titre foncier. Je ne parle pas seulement des banques, même dans les microfinances. Quand tu déposes une garantie pour aller chercher de l'argent dans une institution de finance, la garantie appartient à l'institution de finance jusqu'à ce que tu rembourses le prêt. Quand tu ne rembourses pas le prêt, la garantie devient la propriété de la banque. C'est aussi simple que ça. Et ça vous arrive tous les jours au Togo. Quand tu vas dans une banque ou dans une microfinance pour faire un prêt, on te demande une garantie. Et si c'est un titre foncier que tu déposes, la banque garde le titre foncier. Le jour que tu deviens insolvable, la banque bloque le titre foncier. Ils font le terrain. C'est ça. Donc quand l'État met des immeubles en garantie pour prendre 150 milliards, les immeubles ne sont plus
la propriété de l'État. Les immeubles sont la propriété de celui qui a donné les 150 milliards. Et si l'État devient défaillant, la finance islamique vend les immeubles. Et comme c'est des immeubles qui sont payés, pendant que vous êtes là, vous payez les loyers. C'est ça. Donc, nous avons des économistes à l'université de Lomé, à l'université de Kara. C'est des scandales comme ça qui doivent faire l'objet d'un séminaire ou de colloques. Pas la vie des Yadema. Vous êtes des universitaires, vous savez que ça se passe au Togo. Vous savez que ces conneries se passent au Togo. Et vous ne dites rien. Je vais partager avec vous, ceux qui le désirent, tous les documents liés à ce scoop-là. Et vous allez voir. Et je vous rappelle que c'est Tchao Tchalim qui a accompagné le processus. Tchao Tchalim, c'est l'avocat de l'État, c'est l'avocat de l'UTB, il fait partie de ceux qui ont tripatué les constitutions pour qu'on nous balance dans la 5e République. Et lui-même, avocat, il a pris 1 milliard à l'UTB. Il fait partie des gros créanciers de l'UTB aujourd'hui. 1 milliard pour aller construire un hôtel à Pia. Il y a quel client à Pia? Et ce projet n'a jamais marché. Maintenant, il doit les 1 milliard à l'UTB. Et le processus de privatisation de l'UTB, c'est pour noyer, les prêts des barons comme des gens comme ça. C'est pour effacer les traces de ces barons qui ont pris 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards. Pour faire disparaître les traces. Pendant ce temps, les petits entrepreneurs qui sont à Lomé, les gens cherchent des prêts de 2 millions, 3 millions, 2 millions, 3 millions pour lancer un business. Ils n'en ont pas. Ou bien quand on doit leur donner, on leur exige des garanties pas possibles. Vous avez plein d'entrepreneurs à Lomé, plein de jeunes dynamiques à Lomé qui veulent travailler, qui veulent entreprendre. Ils n'ont pas d'argent. Ils vont dans les banques ne les accompagnent pas. Pendant ce temps, un individu peut prendre 1 milliard à l'UTB sans aucune garantie. Sans aucune garantie. Sans aucune garantie. Vous avez plein de jeunes entrepreneurs au Togo qui ont fermé boutique parce qu'ils n'ont pas les moyens de continuer. Ils sont prêts à fermer leur entreprise. Si ce n'est pas l'OTR qui les écrase, c'est qu'il n'y a pas de clientèle. Le pays ne marche pas bien. Les choses ne tournent pas bien. Ils ont payé les impôts fatigués. Pour aller faire un prêt dans une banque, c'est la croix et la bannière. Pendant ce temps, vous avez des barons, sur un coup de fil de téléphone, il va dans une banque, on lui donne 1 milliard. 1 milliard. Soit disant qu'il veut construire un hôtel à Pia. Il y a quel client à Pia? Et il commence le chantier s'arrête en chemin. Aujourd'hui, la banque lui demande l'argent, il n'en a pas. Donc, il est obligé de faire le zèle pour modifier la constitution, pour faire ci, pour faire ça, pour qu'on ferme les yeux sur le prêt qu'il a à la banque. Donc, moi, je vais laisser ce document-là. Je ne sais pas comment je vais le partager sur Facebook, mais c'est un document qui est d'une centaine de pages, ce scoop-là, pour que ceux qui veulent l'approfondir, ils peuvent l'approfondir, ceux qui veulent l'étudier peuvent l'étudier, ceux qui veulent voir ce qui s'est passé, les immeubles qu'ils ont mis en garantie, je viens de publier les immeubles sur ma page Facebook, donc je peux vous laisser ce document, je vais voir, ça fait soit 11 pages, soit 11 pages. Et ça vous permet de voir comment le Togo est géré comme une épicerie de quartier. Moins qu'une épicerie de quartier. Aucun économiste, aucun dirigeant sérieux, patriote, ne peut prendre des immeubles comme ça pour aller chercher 150 milliards. Et à la fin, il est incapable même d'honorer ses engagements. Et aujourd'hui, il est obligé de débourser 32 milliards pour racheter l'immeuble, qui valait 12 milliards. Peut-être qu'ils l'ont racheté pour l'utiliser encore pour aller acheter, pour aller faire encore un autre prêt. Donc, on est dans les histoires de double vente. Donc, Foy Nassingbe, il fait les histoires de double vente. Hein? C'est les histoires de double vente. Tu as déjà mis l'immeuble en garantie quelque part, tu n'as pas fini de payer la garantie, tu rachètes toi-même l'immeuble et tu vas l'utiliser encore pour aller prendre un autre prêt. C'est une histoire de double vente. Donc, je vais partager ce document avec vous. Et ceux qui sont des experts en économie, en finance, et surtout en finance islamique, vous allez
Ou vous demandez à notre frère Djitri Ramessou sur Facebook ou Milawe, ils vont vous donner ces documents-là. J'ai partagé ça avec eux. Ils vont vous donner ces documents-là. Et vous allez voir ce que ce document dit. C'est un document qui dit tout. Tout ce qu'ils ont fait dans cette histoire de Skouk-là. Que des dirigeants deviennent des doubles ils deviennent des gens qui font des doubles ventes, c'est terrible. Excusez-moi. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ces immeubles-là. Donc quand vous vous promenez à Lomé, vous voyez ces immeubles-là, sachez que ces immeubles ne nous appartiennent pas. Ces immeubles ne nous appartiennent pas. L'ONATO, UTB, BTCI, le siège de la CENI, l'ONATO GTA, les immeubles de OTR, les 2 immeubles de l'OTR, tout ça, ça n'appartient plus au Togo. Garaï Central, c'est pas pour nous. Oui, c'est du Sabassa, c'est ça. Garaï Central, c'est pas pour nous. Donc il n'y a que les cimetières qu'on n'a pas encore pris pour aller chercher de l'argent. Si on pouvait utiliser les cimetières pour aller chercher de l'argent, on l'aurait fait depuis. Peut-être que les gens qui dorment dans les cimetières n'ont pas la valeur. C'est quoi cette gouvernance? Parce que quand on dit ces choses-là, les gens prennent ça de façon banale. Parce que cette manière de gérer les finances publiques a des répercussions sur le pouvoir d'achat des populations. Si on vous impose aujourd'hui, on multiplie les impôts aujourd'hui, c'est pour se payer toutes ces dettes-là. Si on refuse d'augmenter les salaires, c'est pour payer toutes ces dettes-là. Si on écrase les entrepreneurs pour avoir plus d'argent pour les impôts, c'est pour payer tout ça. C'est ça la réalité. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Je vais passer à un autre sujet rapidement.